Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, deuxième partie, comme le fleuve. Je fais le compte de mes bonheurs. Kathleen Ferrier, contralto britannique, dans une de ses dernières lettres. Chapitre 1 de la deuxième partie, le restaurant Yann. Hélène avait craint de ne pas se réveiller avant midi tant elle était fatiguée. Mais dès le petit jour, le bruit d'une porte qu'on refermait avec précaution et d'une clé qu'on tournait dans la serrure voisine la tirèrent du sommeil. Elle eut d'abord du mal à se rappeler où elle se trouvait, puis la conscience lui en revint. Mitaine, la capitale, monsieur Yann, la chambre, qui était son chez elle, et Milena qui dormait à côté. Milena. C'était sûrement elle dont les pas s'éloignaient à présent dans le couloir. De peur de la rater, elle sauta de son lit, enfila une chemise et sortit. Là-bas, tout au bout, une longue jeune fille aux cheveux blonds et ras, et vêtue d'un tablier blanc de cuisine noué dans le dos par un cordon, s'engageait dans l'escalier. « S'il vous plaît » appela Hélène. La fille se retourna. Toutes deux s'observèrent quelques secondes, interdites, puis elles se précipitèrent l'une vers l'autre. Elles eurent le même besoin de se toucher, de s'étreindre. Le bonheur de se revoir les faisait rire et pleurer en même temps. Il leur fallut du temps avant de pouvoir parler. « Milena, qu'est-ce que tu as fait de tes cheveux ?»« C'est Bart qui me les a coupés. »« Bart ? Mais il t'a massacré, il est fou !»« Non, il n'est pas fou, je t'expliquerai. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je n'arrive pas à y croire. Je me suis enfuie de l'internat avec Milos. On vous a suivi dans la montagne. »« Dans la montagne ? Jusqu'où ? » ?»« Jusqu'au refuge. »« Jusqu'au refuge ? Mais pourquoi faire ?» Les mots se bousculaient dans leur bouche. Il y avait trop à dire à la fois. Milos voulait vous défendre contre les hommes chiens. C'est fou comme ça te change. On ne voit plus que tes yeux. Milos ? Il est ici alors ? Non, il s'est blessé à une jambe. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Je suis allée chercher du secours, et pendant ce temps ils l'ont pris, ceux de la phalange, la police. Milena porta ses doigts à ses lèvres. Chut ! Parle moins fort. Tu me raconteras ça ailleurs. Et Katharina ? Rassure-toi, elle n'est plus au ciel. Milos et moi l'avons emmenée chez sa consoleuse. Tu sais, Mélie. Et Bart, où est-il ? Il est ici, il dort au premier. C'est l'étage des hommes. Elle avait dit les hommes et pas les garçons, comme à l'internat. Une porte s'ouvrit et une petite femme rondelette, portant le même tablier blanc que Milena, apparut dans le couloir. « Bonjour, Kathleen » lança-t-elle en passant. « Bonjour » répondit Milena. « Je te présente mon amie Hélène. Elle vient d'arriver. »« Bienvenue à la jeunesse » dit la femme, et elle disparut dans l'escalier. « Comment elle t'a appelée » s'étonna Hélène. « Elle m'a appelée Kathleen, et à partir d'aujourd'hui, tu feras la même chose. »« Je n'y arriverai jamais. Où as-tu pêché ce prénom ? C'est le prénom d'une cantatrice. Je l'ai choisi pour ça. Je dois me cacher, tu sais. Ma tête, mon nom, tout. Tu travailles en cuisine ? Non, en salle. Le ménage et le service. Zut, moi je suis en cuisine. Monsieur Yann m'a mise là pour que les gens me voient le moins possible, justement. Tu as ton tablier ? Non. Alors habille-toi vite, et je t'emmène à la lingerie pour en choisir un. C'est la première chose à faire ici, comme à l'internat avec le manteau. Ensuite, on ira prendre le petit déjeuner à la cantine, en bas. Moins de 10 minutes plus tard, Hélène, vêtue du tablier bleu des ménagères, descendait l'escalier en compagnie de son amie. Déjà familière des lieux, celle-ci l'entraîna dans le couloir du premier étage et frappa 3 petits coups à une porte de gauche. « Bart, j'ai une surprise pour toi, ouvre !» Le garçon pointa sa tête ébouriffée et dévisagea Hélène, hilar. « Ça alors, c'est le regroupement général !»« Pas tout à fait, » dit Milena après une hésitation. Milos s'est enfui avec elle, mais il a été pris. La bonne humeur de Bartholoméo tomba d'un coup. Son visage se vrilla. « Pris ? Par les chiens ? » ?»« Non, par la police de la phalange. » Le garçon ferma les yeux une seconde et baissa la voix. « Il ne faut pas en parler ici. Rendez-vous tous les 3, cette nuit, devant le cimetière, à la fermeture du restaurant. Tu sais où il se trouve, Hélène ? Le cimetière ? Oui. C'est même la seule chose que je connaisse ici. Alors à ce soir, abrégea Bart, et il tira la porte sur lui. Le restaurant Yann était en réalité une immense cantine, celle des ouvriers et des ouvrières de la manufacture voisine. Tout était bien plus grand qu'Hélène ne l'avait cru la veille. Les portes à 2 battants ne donnaient pas du tout sur les cuisines, mais sur une deuxième salle, plus vaste encore que la première. 3 garçons s'y activaient déjà à remettre en place des dizaines de chaises qu'on avait là aussi posées à l'envers, sur les tables en bois. « Tu sais combien de personnes peuvent manger ici à la fois » demanda Milena. « Plus de 600. Tu verras ça à l'heure des repas. Une vraie kermesse. »« Il y a beaucoup d'employés alors » demanda Hélène.
3 fois trop, sourit Milena. Monsieur Yann embauche tous ceux qui ont écrasé des pommes de terre pour Napoléon, et ça fait du monde, crois-moi. Bon, maintenant on se tait jusqu'à ce soir. Tiens ta langue, c'est la règle ici. Elles descendirent au sous-sol par l'ascenseur de service qui secouait ses passagers comme un monstre en colère et dont on voyait la lourde machinerie de ferraille à travers les portes vitrées. Les cuisines, commenta Milena quand elles furent en bas. Elles passèrent entre d'énormes fourneaux en fonte et des batteries de casseroles en cuivre accrochées au mur. Voilà, je travaille ici. J'épluche, je lave, je trie. Bart est à la réception des marchandises. Il charge, décharge, transporte et casse pas mal de choses. Il est très maladroit. Et ici, c'est la cantine du personnel. On y mange tous les jours avant l'arrivée des clients. Entre. Elle la poussa dans une pièce sonore où flottait une agréable odeur de café et de pain grillé. Plus de 20 personnes prenaient déjà leur petit déjeuner. Des jeunes gens pour la plupart, mais aussi quelques personnes plus âgées. On riait, les plaisanteries se croisaient. On se passait sans façon les corbeilles de pain, les bols de confiture et les cafetières fumantes. Assieds-toi là, tu seras en bonne compagnie. Hélène laissa son amie s'éloigner et prit place à côté d'une femme d'une quarantaine d'années, brune aux cheveux bouclés, qui portait le tablier bleu des ménagères. Elle avait des joues rebondies et, dans l'œil gauche, une petite coquetterie qu'on remarquait aussitôt. Elle lui sourit avec bienveillance. Salut, je m'appelle Dora. Tu es nouvelle? Oui, je m'appelle Hélène. Vous êtes en salle aussi? Oui, je te montrerai ce que tu dois faire. C'est pas compliqué. Et tu peux me dire tu. Plus tard, Hélène se rappela toujours ses premiers mots échangés, la sympathie immédiate éprouvée pour cette personne, le sentiment d'affinité secrète et de confiance irraisonnée. Elle se dit aussi que cette rencontre ne s'était pas faite par hasard dans une cuisine, sous la terre, là où sont les choses chaudes et profondes. En bavardant, elle remarqua que Dora se servait avec difficulté de sa main droite. Les doigts en étaient curieusement déformés et rougis aux jointures, tandis que le pouce demeurait en permanence à demi plié. Monsieur Yann fit une brève apparition. Il salua tout le monde avec une retenue proche de la timidité, et il but, debout, un bol de café, en observant ses employés du coin de l'œil. Lorsque son regard croisa celui d'Hélène, il lui adressa de loin une discrète mimique qui signifiait Tout va bien? Tout va bien, répondit-elle. Et elle se sentit, en effet, remplie d'espoir. La journée passa étonnamment vite. Dès 11 heures du matin, Hélène fut comme emportée dans un tourbillon. Les 2 salles de restaurant se remplirent en quelques minutes et le vacarme ne cessa plus jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Par chance, le repas était le même pour tous et les gens n'avaient pas à choisir leur menu. Les serveuses et les serveurs, vêtus de leur tablier bleu, réceptionnaient par des monte-plats ce qu'on leur expédiait des cuisines et ils criaient en retour leurs commandes dans des porte-voix insérés dans les murs. 10 entrées, 10, ou bien 4 plats, 4. La tâche d'Hélène était simple. Elle avait la responsabilité d'une rangée de 6 tables. Dès qu'une d'elles se libérait, elle devait se dépêcher de la desservir et de la nettoyer. Il arrivait fréquemment qu'elle dût éponger une cruche d'eau renversée, passer la serpillière ou ramasser les débris d'une assiette cassée. Dora avait toujours un œil sur elle et lui indiquait gentiment comment s'y prendre. Dès qu'on la libéra, elle fila dans sa chambre, tomba sur son lit et dormit comme une souche. Elle se réveilla juste à temps pour aller manger à la cantine et reprendre son service du soir. Après cela, il fallut aider au grand ménage des 2 salles et il était 11 heures passées quand elle put enfin accrocher son tablier bleu derrière la porte de sa chambre et quitter le restaurant Yann. Devant l'entrée, elle retrouva comme convenu Milena qui l'attendait, serrée dans son manteau noir, mais aussi Dora, qui s'amusa de sa surprise. Toutes deux portaient la même toque de fourrure qui leur donnait l'air d'être sœurs. Ne t'en fais pas, la rassura tout de suite Milena. Tu peux parler devant Dora comme si c'était moi-même. Elles prirent ensemble les rues pavées qui montaient derrière la place. La nuit était fraîche, mais claire. Quelques fenêtres faiblement éclairées jetaient des taches de lumière sur les façades de granit sombre. Milena glissa sa main sous le bras d'Hélène. Tu te rappelles la dernière fois qu'on a marché comme ça? Oui, c'est en traversant notre pont. J'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans depuis. Et moi donc? Dora allait devant. Tout en marchant, elle semblait aux aguets. À chaque coin de rue, elle s'arrêtait et observait intensément. À 2 reprises, elle choisit de revenir en arrière pour prendre un autre chemin. Ces imbéciles. Ils se cachent sous les porches, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de fumer. On voit la braise de leurs cigarettes à 3 kilomètres. C'est qui les imbéciles? Demanda Hélène. Les vigiles, la police nocturne. Je te conseille de les éviter autant que tu peux.
Ah, et comment on les repère? Facile, ils sont partout, ils sont musclés, ils sont stupides, et ils vont par deux. Plus haut, Hélène reconnut les rues qu'elle avait dévalées la veille sur la motocyclette de Mitaine. Elles s'arrêtèrent un instant. Le restaurant Yann est là, indiqua Dora en pointant son doigt, juste au-dessus de la manufacture. Tu le vois? Trois hautes cheminées de briques s'étiraient vers le ciel. L'une d'elles laissait échapper une fumée grisâtre et hésitante dans l'absence de vent. On voyait aussi, au nord, le pont aux fagots sous lequel tremblotaient quelques feux. Et plus loin, le château, dont la masse sombre dominait la ville de l'autre côté du fleuve. Arrivées devant le cimetière, les trois femmes crurent d'abord que Bartholoméo n'était pas au rendez-vous. Elles patientèrent un peu sur la butte, guettant son arrivée en contrebas. La lune s'était cachée derrière un nuage, et on apercevait à peine son disque blafard. Hélène souffla sur ses doigts gourds pour les réchauffer. Ce serait si dangereux de se parler en bas, bien au chaud. Oui, répondit Dora, la phalange infiltre des espions partout. Il y a des oreilles qui traînent là où tu te crois le plus en sécurité. Dans les couloirs, à la cantine, dans ta chambre. Monsieur Yann est surveillé de près. Si quelqu'un est pris à dire du mal du régime dans son établissement, ils peuvent l'arrêter et fermer le restaurant dans l'heure. En ville, c'est pareil, tu t'en rendras compte. Ici, au moins, on est sûr de ne pas être entendu. On voit venir les gens de loin, et ceux qui sont derrière le mur, là, se fichaient éperdument de ce qu'on raconte. Comme pour la contredire, la grille rouillée du cimetière s'entr'ouvrit dans une longue plainte grave, et la silhouette élancée de Bartholoméo se profila dans la nuit. Tu attendais dans le cimetière s'étonna Milena. Oui, répondit le garçon en s'avançant. Tu connais un endroit plus sûr et plus tranquille? Ça ne te fait pas peur, les morts? Demanda Hélène impressionnée. Non, les morts ne font pas d'histoire. Je me méfie davantage des vivants. Alors, raconte-moi pour Milos. Hélène se racla la gorge et commença par le début. Leur escalade du toit de l'internat, le spectacle incroyable de la grande assemblée, Van Vlick, la libération de Katharina qui était déjà libre, et elle fit de son mieux pour ne rien oublier de la suite. Leur fuite, la nuit dans le car, l'attente glaciale dans la neige et le terrible combat de Milos. Au fur et à mesure du récit, Bartholoméo secouait la tête et soupirait. Il savait son ami intrépide et généreux, mais pas au point d'attaquer 2 hommes et 6 chiens à main nue pour le protéger. Il a fait ça, murmurait-il, incrédule. Il l'a fait, confirmait Hélène, mais il l'a payé cher. Elle eut du mal à retenir ses larmes en évoquant le corps supplicié de Milos, jeté sur le traîneau comme le cadavre d'une bête. Le docteur Joseph pense qu'il n'est pas mort, acheva-t-elle en soufflant dans son mouchoir. À son avis, il ne l'aurait pas emporté aussi vite en ce cas. Il a sûrement raison, la consola Dora, rassure-toi. Et elle lui ouvrit les bras. Hélène s'y blottit, et tous les quatre se turent pendant quelques secondes. Dans le silence de la nuit, cela ressemblait à une prière muette pour que leur ami soit encore en vie et qu'il aille bien. Bart et Milena, aussi, s'étaient enlacés et restaient serrés l'un contre l'autre. Et Basile questionna enfin le garçon d'une voix pleine d'inquiétude. Est-ce qu'il est resté au cachot? Est-ce que Milos t'en a parlé? Non, mentit Hélène, en se promettant de lui dire la vérité une autre fois. Elle ne se sentait pas le courage de le faire à cet instant. Et vous alors? Reprit-elle, racontez-moi. Ils lui dirent leur course folle dans la montagne, la descente du fleuve sur la barque, et aussi les rencontres avec toutes ces personnes persuadées de reconnaître en Milena sa propre mère. Tu lui ressembles à ce point, sourit Hélène. Je comprends maintenant, pour les cheveux. Mais pourquoi avez-vous fait demi-tour? Pour nous battre, expliqua Bartholoméo. Tu sais, je viens de me promener entre les tombes. C'est idiot, mais j'aime ça. Même la nuit. À l'internat, au lieu d'aller chez ma consoleuse ou en ville, il m'arrivait de monter au cimetière. Milos me traitait de fou. Il disait qu'il valait mieux profiter autrement de nos heures de liberté. Mais moi, ça me plaît. Je ne trouve pas ça triste. Au contraire, ça oblige à penser vraiment à sa propre vie et à ce qu'on en fait. Et justement, Milena et moi, on est décidés à faire quelque chose de notre vie. On veut lutter contre la phalange. C'est tout, ironisa Hélène. Elle l'avait dit sans méchanceté, plutôt avec le sentiment un peu triste de leur impuissance. C'est tout, répondit Bartholoméo sans se vexer, mais on possède peut-être plus d'armes que tu ne le crois. C'est-à-dire? Bartholoméo se tourna vers Milena. Tu lui expliques? Milena prit une profonde respiration. C'est une histoire d'amour, Hélène. Tu veux l'entendre? Même s'il est minuit, qu'on est devant un cimetière et qu'on se gèle?
Vas-y. Bien. C'est l'histoire d'une jeune fille de 20 ans qui a un amoureux. Un jour, la fille s'aperçoit que son ventre s'arrondit un peu trop. Alors l'amoureux la quitte, disparaît dans la nature et ne revient plus. La fille pleure beaucoup et, quelques mois plus tard, donne le jour à un bébé qu'elle appelle, disons, Milena. Tu me suis jusque-là? Je crois que oui. Continue. D'accord, la jeune maman est assez jolie et elle chante plutôt bien. Non, l'interrompit doucement Dora. Elle n'est pas assez jolie, elle est belle comme le jour. Et elle ne chante pas plutôt bien, elle est contralto et sa voix est un véritable miracle. Ça fait une petite différence, dit comme ça, non? À 14 ans, elle s'inscrit dans une chorale et toutes celles qui chantent à côté d'elle, moi par exemple, n'ont plus qu'une envie, se mettre au dessin ou à la peinture. À 16 ans, elle est soliste. À 19, elle est engagée à l'opéra et toutes les salles du pays se l'arrachent. Voilà ce qu'il fallait préciser pour mieux comprendre. Et maintenant, tu peux continuer. D'accord, poursuivit Milena. Elle chante très bien, donc, un jour, un gros type roux l'entend par hasard dans une église où elle interprète un requiem. Le type est un policier. Il est marié, il a une flopée d'enfants roux, comme lui, accrochés à ses basques. Ce n'est pas un mélomane, plutôt une brute épaisse. Mais va savoir pourquoi, la voix de cette femme le bouleverse. Il tombe fou amoureux d'elle. Il lui fait des avances, elle le repousse, il s'entête, il la harcèle. Pour elle, il quitte sa femme et ses enfants. Elle le repousse encore, il en crève de douleur et de rage. Il se jure qu'elle le lui paiera. Il s'appelle Van Vliek. Tu me suis toujours? Van Vliek? Tressaillit Hélène. Celui que j'ai vu à la grande assemblée? Lui-même, avec moins de ventre, moins de barbe et plus de cheveux sans doute, mais le même. Je l'ai vu briser la table de chêne avec son poing, se rappela Hélène. J'en ai encore la chair de poule. Alors tu as compris quel genre de personne il est. Je préfère te laisser dire la suite, Dora. Je n'y arriverai pas. Dora parla avec douceur, de son beau timbre grave, même quand il fallut dire les choses les plus cruelles. Dans le froid, sa respiration faisait de petits nuages de vapeur blanche, aussitôt dissipés. L'histoire d'amour, la vraie, Hélène, c'est celle d'un peuple qui tombe amoureux d'une voix. La voix d'Eva Maria Barr, la mère de Milena, tu l'as compris. Tu ne peux pas imaginer comme les gens l'ont aimée, cette voix. Elle était naturelle, ample, dramatique, profonde. Elle touchait au cœur. J'étais l'amie d'Eva, et j'avais le privilège de l'accompagner au piano quand elle chantait des leaders en concert. Elle y mettait tant de sensibilité et tant de perfection. Je ne m'y suis jamais habituée. À mon clavier, j'en étais à chaque fois clouée d'admiration. Mais dans la vie de tous les jours, elle était gaie, vivante et incroyablement drôle. On a eu des fous rires mémorables, jusque sur la scène. D'ailleurs, elle chantait aussi les airs traditionnels, celles du peuple. Elle n'a jamais voulu y renoncer. Voilà pourquoi les gens l'adoraient. Même ceux qui n'y connaissaient rien en musique. Elle réconciliait tout le monde. Elle détestait la violence. Et puis il y a eu le coup d'État. La prise de pouvoir par la phalange. Eva s'est engagée dans la résistance. Je continue, Milena? Milena baissait la tête, grattait le sol du bout de son pied. Continue. Je veux l'entendre encore une fois. Eva s'est engagée dans la résistance, et moi aussi. Quand c'est devenu trop dangereux, on a quitté la capitale. Comme il contrôlait les voitures sur toutes les routes, on voyageait dans des charrettes, cachées sous des couvertures. On a continué pendant des mois à donner des concerts clandestins dans des villes de province, puis dans des petites salles de village, pour 15 personnes parfois. Je me suis abîmé les doigts sur des pianos innommables, complètement désaccordés. Mais ça n'avait aucune importance. Eva disait qu'il ne fallait se rendre à aucun prix, que les barbares ne la feraient pas taire. Et le bruit courait dans tout le pays comme une provocation. Eva Maria Barr a chanté ici, Eva Maria Barr a chanté là, et là, et encore là. Et tant qu'elle parvenait à chanter, la résistance ne désarmait pas. On aurait dit que l'espoir tenait accroché à sa voix. Cet entêtement les rendait fous de rage. Il fallait qu'elle la ferme. Ils nous ont finalement prises. C'était dans une petite ville du Nord, au début de l'hiver. C'est Van Vliek qui les commandait. Ils ont fait irruption en fracassant la porte et en hurlant comme des animaux. La moitié d'entre eux étaient ivres de bière. On achevait juste un lied de Schubert qui s'appelle À la musique. Je ne l'oublierai jamais. Eva m'a dit il fallait bien que ça arrive. Je te remercie de m'avoir accompagnée. Je pensais qu'elle voulait dire de m'avoir accompagnée au piano, mais elle ajoutait de m'avoir accompagnée si loin.